Au centre de Paris, sur les rives de la Seine, face au Louvre, l'un des plus beaux monuments de la capitale, le Palais de l'Institut. Il abrite les 5 académies qui composent l'Institut de France. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques. Ce palais accueillit à l'origine un collège royal fondé par le cardinal Mazarin, ministre des rois Louis XIII puis Louis XIV. La construction du bâtiment, qui débuta en 1662, fut confiée à Louis le Vau, architecte de Versailles. 2 pavillons carrés encadrent un bâtiment en demi-lune. Au centre, une chapelle à dôme. À l'intérieur, une cour octogonale prolongée par de vastes bâtiments. Le collège, un des plus prestigieux de l'époque, fonctionna de 1688 à la Révolution française. C'est aussi pendant la Révolution, en 1795, que l'Institut de France, qui remplaça les académies royales, vit le jour. L'idée était de regrouper les meilleurs esprits de la nation afin de créer un parlement des savants. En 1805, Napoléon Ier, lui-même membre de l'Institut, installa la jeune assemblée dans les bâtiments du collège. La chapelle devint salle des séances solennelles. Dans un des pavillons carrés a été installée la bibliothèque de Mazarin. On y accède par un bel escalier de marbre. C'est la plus ancienne bibliothèque de lecture publique de France. Elle avait été ouverte aux lettrés dès 1643 dans l'hôtel particulier du cardinal. Transportée dans le palais avec son mobilier, elle fut à nouveau ouverte au public en 1689. Elle conserve aujourd'hui quelques 500 000 ouvrages. L'un des plus anciens, un manuscrit de l'écrivain latin Cassiodore du IXe siècle. Des livres très rares. La Bible imprimée par Gutenberg vers 1450 ou encore le récit du second voyage de Jacques Cartier au Canada, édité à Paris en 1545. La bibliothèque Mazarine accueille aujourd'hui de nombreux chercheurs et étudiants. Une porte sépare la Mazarine d'une autre bibliothèque, celle de l'Institut, qui est aujourd'hui la 5e bibliothèque de France. Elle compte 1,5 million d'ouvrages qui composent d'insolites voisinages. Les éditions successives depuis 1694 du dictionnaire de l'Académie française. La 4e édition, corrigée au XVIIIe siècle par le philosophe d'Alembert. Les écrits contre l'esclavage de Condorcet, autre grand philosophe du temps. Les manuscrits d'un écrivain majeur du XIXe siècle, Honoré de Balzac. L'édition originale d'Oiseau dessinée par le naturaliste Audubon. Ou encore les portraits photographiques des membres des académies. Enfin, des pièces d'une valeur inestimable, 12 manuscrits du grand peintre de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, des cahiers, des carnets où se mêlent la science, l'art et la philosophie. Dans ces réserves, l'Institut de France possède d'autres fonds importants, les archives des académies depuis leur origine, ouvertes aux chercheurs du monde entier. L'Académie des sciences, par exemple, conserve toutes les traces des travaux de ses membres. La première expérience de transfusion sanguine d'un chien à un autre, Pasteur mettant au point le vaccin contre la rage, Pierre et Marie Curie découvrant les propriétés du radium, Louis de Broglie énonçant les principes de la théorie des quanta. L'Institut de France est aussi le gardien d'un important patrimoine national. En 1886, le duc d'Aumale lui légua le château de Chantilly, avec son admirable collection de peintures anciennes, la 2e en France après celle du Louvre. D'autres donateurs suivirent l'exemple de ce grand mécène. L'Institut et les académies possèdent aujourd'hui entre autres le musée Marmottan et le musée Jacques Marandré à Paris, la villa Kérylos et la villa Efrusier de Rothschild sur la Côte d'Azur, l'abbaye de Chaly et la maison de Claude Monet aux environs de la capitale, le manoir de Kérazan en Bretagne, le château de Langeais dans le Val-de-Loire. L'Institut, c'est avant tout près de 700 académiciens, membres associés et correspondants à travers le monde qui se réunissent chaque semaine par académie en salle de séance. La grande salle, boiseries, statues, bustes, portraits peints forment le décor des réunions des académies des inscriptions et belles-lettres, des sciences et des beaux-arts.
Dans la petite salle, sous le regard de son fondateur le cardinal Richelieu, siège chaque semaine l'Académie française. Y travaille aussi l'Académie des sciences morales et politiques. Tous ces lieux accueillent aujourd'hui le Parlement des savants, voulu jadis par la Révolution française. Les membres de l'Institut sont élus en séance par leurs confrères et reçus solennellement. À cette occasion, ils portent un costume et une épée. Le chancelier de l'Institut, Gabriel de Broglie, se prépare dans son bureau pour la réception d'un nouveau confrère. Le dessin date de Napoléon, alors qu'il a été un petit peu modernisé, mais c'est l'uniforme qui n'a pas changé du tout. Alors voilà l'épée, qui ne sort jamais de son fourreau. Le 12 novembre 2009, Jean-Christophe Ruffin, médecin, écrivain, diplomate, est reçu à l'Académie française. Le seul ton qui convienne, dans la position qui est la mienne en cet instant, est celui de l'amitié. Vous m'avez fait l'honneur inespéré de m'appeler à assurer à mon tour cette relève. Je vous en remercie avec beaucoup de gravité. Je vous souhaite bienvenue en notre compagnie. Les académiciens débattent, travaillent en comité, assurent de nombreuses publications, donnent au pouvoir public leurs avis, organisent des colloques internationaux comme celui qui a réuni toutes les académies d'Europe en 2007. Partout dans le monde, ils sont les ambassadeurs de la science et de la culture française. Grâce au soutien de nombreux mécènes, l'Institut de France distribue des prix dont les dotations sont à l'égal des grands prix internationaux. Les domaines traditionnels sont bien évidemment concernés. Les mathématiques, la physique, la littérature, l'histoire, les arts. Chaque année, par exemple, l'Académie des Beaux-Arts décerne le Grand Prix d'architecture à de jeunes talents. C'est quand même stimulant, c'est quand même valorisant, quoi. Ouais, et puis il y a quand même aussi des grands noms de l'architecture qui font partie de cet institut et qui voient nos travaux aussi. Hein. Donc on est assez content d'être jugé par des gens du métier et qui ont un nom, des académiciens surtout. La solidarité et la philanthropie sont partout à l'œuvre grâce à des fondations en constant développement. Résolument tourné vers l'avenir, l'Institut attribue des prix de plus en plus nombreux à la recherche scientifique. Les projets innovants sont fortement encouragés dans les secteurs de la médecine et de la biologie. Le développement durable et l'écologie, au cœur des préoccupations de notre temps, suscitent un intérêt particulier. La France, disait Ernest Renan, a un institut où les efforts de l'esprit humain sont comme liés en un faisceau, où le poète, le philosophe, le physicien, l'astronome, le naturaliste, l'économiste, le musicien peuvent s'appeler confrères. L'Institut de France est bien aujourd'hui cette communauté d'experts qui poursuit sa mission. Susciter les talents nouveaux, soutenir la recherche, encourager la création sous toutes ses formes, où qu'elle apparaisse. Tous les